Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Merci pour cette habitude que vous avez pris avec nous de nous retrouver tous les vendredis avec monsieur, bien sûr, notre chroniqueur Jacob Cohen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est encore une fois un plaisir de vous retrouver, monsieur, le grand monsieur Jacob Plaisir est Cohen. partagé. Hein. Eh ben, merci à vous, en tout cas. Et du coup, on va sans plus tarder commencer donc sur un Oui, sujet que vous aviez évoqué avec moi pour discuter, pour commencer l'émission ce soir. Donc, c'est cet entretien qu'il y a eu entre euh, Michel Boniface sur Pascal. Pascal Boniface sur un média plus ou moins Le indépendant. média. Le média, exactement. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec un petit passage justement concernant le sujet que vous vouliez évoquer, Monsieur Cohen. Donc, je vais vous le diffuser si ça veut bien fonctionner. Voilà, bougez pas. Hop, on y arrive. Là. Il y a plusieurs choses. Certains, j'entends des fois dire oui, c'est les juifs qui tiennent les médias. Non, ça c'est faux, c'est stupide, c'est antisémite de dire ça, parce que les gens juifs sont plutôt minoritaires en fait. Et puis certains sont très critiques de Netanyahou. On va pas faire du name dropping, mais en fait les avis des gens juifs sont partagés. Certains sont universalistes, d'autres sont plus à défendre Netanyahou. Après, vous avez des gens qui éprouvent une très grande culpabilité par rapport aux juifs, à Israël, et donc qui vont accepter d'Israël des choses qu'ils n'accepteraient pas d'un autre pays. Après, vous avez des gens qui disent bon, Israël appartient au bloc occidental, donc il faut le soutenir. Sauf qu'on peut penser que par son comportement, Israël met en danger le bloc occidental. Et puis vous avez des gens qui sont carrément suprémacistes et qui pensent qu'Israël est carrément la pointe avancée du combat contre l'islam au Proche-Orient et que donc il faut le soutenir. Sauf que on peut penser qu'Israël nourrit aussi l'islam radical et qu'il y a peu de chances que ce qui se passe à Gaza ne suscite pas de nouveaux terroristes. Donc c'est un ensemble de facteurs. Et puis je pense surtout, je dis, beaucoup de gens ont peur de s'exprimer. Beaucoup de gens, regardez ce qui m'arrive. Donc ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Donc il y a des gens qui se disent, si vous êtes invité sur le plateau et que vous avez un propos qui pourrait être perçu comme étant trop critique comme Israël et donc avec l'accusation directe d'antisémitisme, vous êtes exclu du débat public. Et c'est vrai que Netanyahou a réussi à assimiler antisémitisme, antisionisme et critique devant Israël. Dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, l'ONU est antisémite, Guterres est antisémite, les ONG sont antisémites. Mais en fait, ça infuse en France où immédiatement, l'accusation d'antisémitisme survient et qu'elle est très lourde à porter et qu'il y a des gens qui estiment plus prudent de ne pas prendre de risque, de critiquer Netanyahou pour ne pas être accusé d'antisémitisme. Mais la situation... Bon. Donc, c'est plus ou moins le passage sur lequel vous vouliez un petit peu... oui. Bon, moi, ce qui me frappe dans ce passage, c'est que tous les penseurs occidentaux, je dis bien tous, en tout cas ceux qui s'expriment en français, ils ont la terreur de dire le mot sayanim. D'accord ? Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que moi, je suis un petit joueur au niveau, comment dire, de la culture politique. J'ai appris l'existence des Sayanim dans les années 90. Pourquoi ? Parce que j'ai lu deux livres importants. Un de Victor Ostrovsky, qui était officier du Mossad, qui a démissionné, qui a publié son autobiographie en 1985. Je l'ai lu dans les années 90 et il parle parfaitement des Sayanim. Et l'autre, c'est de Gordon Thomas, qui est le grand spécialiste des services secrets britanniques et du Mossad, et qui parle des Sayanim en long, en large, en travers. Je ne peux pas imaginer qu'un journaliste de la trempe, qu'un universitaire de la trempe de Pascal Boniface. Et je vais citer un autre nom pour vous dire à quel point les Occidentaux sont terrorisés à l'idée de prononcer le mot Sayanim. Voilà. Je veux parler de, comment il s'appelle déjà, son prénom, j'ai un trou de mémoire. Vous savez, le Suisse, le spécialiste des services de renseignement en Suisse,
Jacques Beau, voilà. Jacques Beau, je l'ai découvert il y a 2 ans et demi avec la guerre en Ukraine. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, ça, il n'y a pas de doute, et il m'a ouvert les yeux sur le conflit ukrainien, voilà. Et Pascal Boniface, j'estime que c'est un mec très courageux. Or, si moi, un petit joueur de la politique, ai pu connaître l'existence des Sayanim dès les années 90, je ne peux pas imaginer que ces 2 personnages, et tous les autres d'ailleurs, tous, vous pouvez la prochaine fois, quand vous écouterez des grands noms qui parlent de l'influence juive, israélienne, machin, etc., ils ont la terreur de prononcer le mot Sayanim. Pourquoi? Parce que ils ont peur d'être assimilés de propager leur propagande du protocole des sages de Sion. C'est-à-dire, le protocole des sages de Sion, je ne sais pas s'il est vrai ou faux, enfin on dit qu'il est faux, mais on s'en fiche. Le problème n'est pas là. C'est le complot juif mondial pour dominer le monde. Bon, on peut y croire ou pas, la question n'est pas là. Les Sayanim, c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire, on a des exemples concrets. Gordon Thomas cite des exemples concrets de Sayanim, comme celui qui possédait les médias britanniques, Maxwell. Comment il s'appelle, Victor Ostrowski cite des Sayanim en France, à Londres, etc. Donc, le chef du Mossad, en 62, Meir Amit, a fait la confidence à l'auteur britannique, lui a dit, en 1959, nous avons créé le corps des Sayanim. Et ils sont à peu près 40 à 50 000 dans le monde. 40 à 50 000 agents d'influence. Et c'est pathétique de voir des grands noms de la critique, du renseignement patauger dans la gêne. Parce que franchement, moi je suis c'est pas, je m'en fiche, mais moi j'étais le premier à dire le mot Sayanim. Ce mot-là n'existait pas dans le vocabulaire en France. Aujourd'hui, c'est devenu presque courant. Bon. Mais pourquoi c'est important? C'est pas tellement une question de courage. Si les gens qui veulent combattre le sionisme, il faut, comme je le dis souvent, il faut étudier leurs moyens, comment ils arrivent à gagner, à réussir. Quand Pascal Boniface dit les Juifs sont minoritaires dans les médias, certes, ils sont peut-être 10 ou 15%, mais ces 10 ou 15%, depuis 1959, ils ont établi des règles. C'est-à-dire, ils ont fait main basse sur les médias. Et s'ils sont minoritaires, ils ont obligé les autres journalistes non juifs à obéir à la doxa israélienne. C'est pour ça d'ailleurs les gens s'étonnent, ils disent mais pourquoi? Parce que depuis 1959, la poignée de journalistes, mais ils occupaient des postes importants. Rappelez-vous, pour les jeunes ne connaissent pas, Yvan Levaille, Anne Sinclair, Jean-Pierre Elkabbach, Alexandre Adler, Laura Adler, présidente de France Culture, etc. Enfin, ils ont fait en sorte que les pro-palestiniens ou les pro-arabes soient exclus des médias et que les autres, rappelez-vous, je vous ai cité une fois par exemple l'exemple de Irène Frein, une autrice très célèbre dans les années 90, qui un jour elle avait un billet sur Europe 1 et elle a fait un papier sur les enfants palestiniens. Et elle a dit, je l'ai entendu, elle a dit, on m'a tellement harcelé que j'ai décidé de ne plus parler de ce problème. Donc voilà. Et donc, quand il dit, oui, ils sont minoritaires, ça veut dire, non, ils sont minoritaires, mais depuis 1959, et je regrette, et c'est ça la lâcheté, la faiblesse
de notre opposition. Voilà. C'est-à-dire, ils n'osent pas affronter la réalité et malheureusement, ceux à qui je m'adresse, si on connaissait l'existence des Sayanim, d'abord il faut les dénoncer. Il faut dire, voilà, ce sont des agents d'influence recrutés par le Mossad. Voilà. Et donc, nous aussi, on va faire la même chose, c'est-à-dire, on va essayer de créer des réseaux. Voilà. Et donc, voilà, j'ai voulu commencer cette vidéo aujourd'hui par cet extrait, parce que ça me paraissait important de voir à quel point, de vous montrer à quel point, comment dire, la terreur sioniste s'est abattue sur les médias occidentaux. Voilà. Et à tel point que des gens aussi importants n'osent pas, n'ont jamais osé, et que je mets au défi Pascal Boniface ou Jacques Beau de venir à la télé et dire « Ah, je n'étais pas au courant qu'il y avait des Sayanim ». Je les mets au défi publiquement. Et tous les autres qui parlent de l'influence israélienne et qui tournent autour du pot. Voilà. Ce n'est pas un complot équivalent au protocole des sages de Sion. Le Mossad a créé un corps de 40 000 à 50 000 volontaires qui travaillent gratuitement parce qu'ils aiment Israël, parce que leur patrie de cœur est Israël. Finkielkraut, sa patrie de cœur est Israël. Elisabeth Lévy, BHL, etc., etc. Et donc, il faut le dire, voilà, que les choses se sachent et que les gens en soient conscients et que nous, on parte en guerre contre ce système. Voilà. Maintenant, s'il y a des questions, sinon on passe à l'actualité. Ah, oui, 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 j'ai vu, Monsieur Cohen, j'ai vu. Désolé, désolé. Encore une fois, les amis, pour celles et ceux qui veulent intervenir, comme d'habitude, vous avez la possibilité. Je vous ai mis le lien sur YouTube et sur TikTok et les autres plateformes. Vous savez comment faire. Vous faites votre demande. Il me semble que j'ai un premier intervenant. Tu patientes encore un petit peu. Je te donne la parole juste après. Mon ami. Monsieur Cohen, là, vous faites une critique un petit peu concernant le courage de s'exprimer ou de critiquer, par exemple, l'État d'Israël. En l'occurrence, monsieur Boniface, il le fait bien, lui, non? Non, c'est pas ça. Il le fait bien. Mais lorsqu'il dit les Juifs sont minoritaires dans les médias, donc ils ne contrôlent pas les médias, je suis désolé, il ne va pas au bout de sa critique. Parce qu'il a la trouille. Voilà. Ça ne peut pas être autrement. Un type à ce niveau-là, il ne peut pas ne pas savoir qu'il y a des Sayanim. Voilà. Et que ce sont des milliers en France, entre 4 000 et 5 000, qui travaillent pour le Mossad depuis 1959. Il ne peut pas l'ignorer. Voilà. Je le mets au défi de venir dire à la télé ou dans une vidéo qu'il ne le savait pas. Moi, je dis encore une fois, je le savais dès les années 90. Voilà. Et donc, et c'est dommage, je regrette, enfin, je n'ai pas envie parce que ce que je dis aujourd'hui, c'est pas pour le critiquer, c'est pas pour, parce que ce sont des gens, les deux que j'ai cités, j'ai beaucoup d'estime pour eux. Voilà. Et donc, je regrette. Mais c'est leur droit. Hein. Je veux dire, moi, je n'ai pas envie de mettre en cause quelqu'un. Moi aussi, j'ai été convoqué 2 fois par la police judiciaire et donc j'ai mis une sourdine à mes critiques. Voilà, donc je reconnais que je ne dis pas tout ce que je veux, etc. Voilà, donc nous vivons dans un système. Mais moi, j'ai le droit de dire que ces critiques d'Israël ne vont pas assez loin, ça veut dire ne dénonce pas le système tel qu'il existe. C'est ça le truc, voilà. D'accord, mais vous soutenez quand même, Monsieur Boniface, vous le soutenez un peu quand même? Bien sûr. Je l'écoute régulièrement. J'estime, malheureusement, dans cette classe médiatico-politique qui est soumise au sionisme, il est une des rares voix, et ça fait 20 ans qu'il milite courageusement et qu'il est en but. D'ailleurs, vous savez qu'il est à la tête de l'IRIS, c'est un institut de recherche internationale.
Mais on a fait des tentatives pour lui couper les vivres, pour le fermer. Et il a tenu tête. Donc, j'ai pas envie de le. Enfin, je veux dire, moi, mon but, c'est de dire, en prenant ces deux exemples, encore une fois, des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, que malheureusement, il y a une terreur sioniste qui fait que on n'ose pas, même des grands critiques comme eux, n'osent pas franchir le pas. Voilà. Et dire la force de la propagande israélienne, dire. Déjà, moi je trouve que c'est déjà une erreur, c'est induire les gens en erreur de dire les Juifs dans les médias sont minoritaires. Voilà. C'est une façon de les induire en erreur. Pourquoi? Certes, en nombre, ils sont minoritaires. Ils sont peut-être 10 ou 15%. Mais est-ce qu'il y a des Arabes dans les grands médias? Non. Est-ce qu'il y a des pro-palestiniens dans les grands médias? Il n'y en a même pas un seul. Voilà. Donc, ce n'est pas la question d'être minoritaire. C'est la question que depuis 1959, depuis 75 ans, je ne sais pas, vérifier 65 ans, 70 ans, enfin, je ne sais pas, depuis 1959, ils ont mis en coupe réglée les médias, l'édition, l'université, la politique, la publicité et l'économie, la finance, la banque, etc. etc. Voilà. Ouais, nous vivons une époque, une drôle d'époque orwellienne, Monsieur Cohen. Le sage est endiablé et le diable est vénéré. Oui, mais on connaît le diable aujourd'hui. Voilà, il faut peut-être il faut se libérer un peu de cette, voilà, comment dire, de cette crainte. Je veux dire, parler des Sayanim, on a des arguments. Je veux dire, c'est pas comme le protocole des sages du Sion. On a des arguments. Moi, je peux vous citer le livre de Gordon Thomas, qui est un auteur reconnu. Je veux dire, quand il dit j'ai rencontré, mais il n'y a pas eu de démenti du Mossad, jamais. Donc, ce sont des faits. On connaît, enfin, il suffit de lire les livres de ces deux auteurs, peut-être il y en a d'autres, moi je ne les connais pas, mais pour voir des exemples concrets. Comment le Mossad, vous savez, quand l'Irak a envoyé, je ne sais pas combien, des dizaines de scientifiques du nucléaire en France pour se former en 1980 ou 81. Bon, très bien. Le Mossad était au courant. Mais comment connaître ces gens-là? Mais il avait, à sa clé, il avait des Sayanim. Voilà. Et donc, il a demandé aux Sayanim de sa clé de lui apporter les dossiers de tous les Irakiens, de tous les scientifiques irakiens. Et c'est comme ça qu'il a pu les contrôler et arriver à leur chef qui a été assassiné par le Mossad à Paris dans son hôtel incognito. Donc c'est ça le travail des Sayanim. Vous savez, lorsque Dieudonné fait son sketch en 2003, ben, il y a eu quelques coups de fil des Sayanim et puis voilà, et l'affaire était le mercredi d'après. Eh ben, on avait annulé toutes ces représentations. Stéphane Blé, etc. Donc, les Sayanim existent. Enfin, je veux dire, on n'a même pas besoin. Vous savez, je peux venir avec le livre de Victor Ostrovsky, je l'ai chez moi, hein, et je peux vous citer des passages. Donc, c'est pas de la spéculation. Je veux dire, on a du solide. Voilà. Et donc, c'est dommage de ne pas. Enfin, de ne pas le dire, voilà, parce que ce n'est pas de la spéculation. Si quelqu'un vient me dire, oula, c'est le complot des gens, ah, mais je regrette, voici le livre de Victor Ostrovsky. Il cite les Sayanim dans tel et tel et tel et tel. Voici le livre de Gordon Thomas, il cite les Sayanim. Voici l'interview du chef du Mossad, Meir Amit, qui reconnaît, qui dit, en 1959, le Mossad a créé le corps des Sayanim. Enfin, je veux dire, on a des preuves. Alors, Monsieur Cohen, il y a un petit message pour vous là. Je le retrouve. Voilà. Donc, on nous dit dans un commentaire, attention, Monsieur Cohen, à la DGSI, on a vu avec Kémy Séba. Donc, oui. Vous êtes au courant? Vous connaissez Kémy Séba? Oui, bien sûr. Vous savez qu'il a été interpellé oui, récemment? Il a été
interpellé et puis relâché 2 ou 3 jours après, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, voilà, ouais. Mais enfin, il a été interpellé avec des trucs. On avait l'impression qu'il allait être accusé de haute trahison. C'est-à-dire, vraiment, au départ, c'était. Enfin, on a eu peur parce que, j'ai dit, avec les accusations qu'on lui a mis sur le dos, il risquait je ne sais pas combien, mais finalement, il a pu être libéré. Mais je ne sais pas plus que ça, je n'ai pas vraiment suivi dans le détail. D'accord. Bon, j'ai avec nous 2 personnes, quelqu'un sur YouTube et sur TikTok. Je vais donner la parole à Patrick, sur TikTok. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Cohen. Bonsoir. Je voulais vous poser la question par rapport à l'attitude du dirigeant israélien et Oui. la comparer en fait aux dirigeants allemands en 1939 qui en fait faisaient monter la tension, envahissaient la Tchécoslovaquie, etc. Personne ne lui disait rien. Donc en fait, ma question c'est qu'est-ce qui pourrait arrêter Netanyahou aujourd'hui d'augmenter l'escalade? Qu'est-ce qui peut l'arrêter? C'est un changement de rapport de force. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Netanyahou se sent. C'est à l'époque comme Hitler, par exemple. Il était dans un rapport de force favorable. Il avait en face de lui des pays qui ne voulaient pas faire la guerre encore. Enfin, je veux dire, ils se disent bon, on préfère céder une partie de la Tchécoslovaquie, une partie de l'Autriche, plutôt que de faire la guerre. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire, Netanyahou se sent dans un rapport de force favorable. Militaire et diplomatique, financier, puisqu'il a l'appui des États-Unis et de l'Occident. Mais si dans 1 an, si dans 2 ans, si dans 5 ans, le rapport de force s'inverse, à ce moment-là, il sera arrêté. Enfin, je veux dire, on arrêtera sa progression, soit par la guerre, soit par le boycott, parce que si les pays des BRICS commencent veulent, et d'ailleurs c'est un peu leur intention, c'est pas encore dit, mais les discours déjà, les discours chinois et les discours russes ne sont plus aussi neutres qu'auparavant vis-à-vis d'Israël. Ça veut dire que les critiques deviennent de plus en plus acerbes. Et donc, peut-être qu'il y aura un bouleversement, par exemple, mettons sur le plan des échanges. Israël compte beaucoup sur les échanges militaires avec l'Inde, les échanges économiques, technologiques avec l'Inde, la Chine, la Russie, etc. Et donc, si ces pays-là et d'autres commencent à délaisser Israël sur le plan économique, financier, si des pays sur le plan militaire, par exemple, on ne sait jamais s'il y a une alliance entre l'Iran, la Turquie, soutenue par la Russie, décide de frapper un coup aussi. Donc, c'est ça qui arrêtera Israël, c'est-à-dire le jour où les dirigeants israéliens se diront si je le fais, je n'aurai pas l'avantage, voilà, ni diplomatique, ni financier, etc. Et il n'y a que ça qui pourrait les arrêter. Alors justement, vous parlez de l'Inde, tout ça, de la Russie. Il y a le sommet des BRICS là, qui s'est tenu à Kazan du 22 au 24. Et justement, le président Poutine, sur la situation au Moyen-Orient, en particulier à Gaza, il a dit donc la paix au Moyen-Orient peut être assurée en corrigeant les injustices historiques envers la Palestine. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, corriger les injustices historiques? Vous savez, moi, c'est-à-dire, il y a ce qu'on dit, on peut prononcer de belles formules. Voilà. Ça, il n'y a pas de doute. On peut dire de belles choses, mais est-ce qu'il y a une volonté derrière? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il y a une possibilité d'affronter Israël et l'Occident et l'Amérique qui est derrière? Voilà. Et de quelle manière? Parce que est-ce qu'on va l'affronter au niveau économique, commercial, ou peut-être, regardez par exemple, je cite souvent le cas, si la Russie donne du matériel militaire sophistiqué au Yémen et à l'Iran, mais il ne le donne pas à la Syrie, par exemple. Et donc, ça veut dire que Poutine a toujours évité
que la Syrie puisse, comment dire, se battre à armes égales avec Israël. La Russie n'a jamais donné à la Syrie les antimissiles capables de contrer les attaques quasi hebdomadaires sur son territoire. Bon, il a ses raisons, mais peut-être que, vu l'évolution de la situation, il va, à ce moment-là, moi je veux sur le concret. Est-ce que la Russie, peut-être, donnera des armes sophistiquées à la Syrie? Voilà. Et donc, mais en fait, bon, ces pays, il ne faut pas imaginer qu'ils vont entrer en guerre. Ils ne le feront jamais pour la Palestine, mais ils auront des moyens de pression. L'Inde et la Chine, par exemple, sont de très gros clients d'Israël sur le plan technologique, militaire. Et donc, voilà, peut-être ces pays-là diront, bah, ben, on arrête ou on réduit. Et donc, si par exemple, moi je pense c'est l'inversion du rapport de force. Voilà. Ça veut dire qu'il faut qu'Israël sente, ou si les États-Unis s'affaiblissent suffisamment pour dire, bon, on ne peut plus financer comme ça. Donc, il faut que le rapport de force soit inversé. Voilà. Il faut que les Israéliens comprendront de toutes les façons. C'est-à-dire aujourd'hui, leur arrogance ne s'explique, et ça c'est l'arrogance de tout empire qui d'abord qui a une politique d'agression, de conquête, de domination, mais en même temps il sait qu'il peut le faire. Voilà. Vous savez, Hitler en 1936, il a joué un coup de poker. La Rhénanie, elle devait être démilitarisée. Et à l'époque, l'Allemagne, elle était très faible militairement, n'avait pas encore développé une puissance militaire suffisante. Et il a envoyé les militaires en se disant que si la France intervient, c'était fini. Et la France aurait pu intervenir parce que c'était en violation du traité. Voilà, donc c'est ça le truc, c'est que on aurait pu, certaines puissances auraient pu intervenir au Moyen-Orient quand il était encore temps, mais vous savez, l'histoire, c'est pas écrit, c'est pas un film hollywoodien, c'est pas écrit fin. Et Israël a vécu heureux et a gagné beaucoup de territoires, etc. L'histoire est longue. Voilà, aujourd'hui, ils peuvent se permettre, etc. Et puis, l'histoire va tourner, va évoluer, d'autres pays vont émerger, etc. Et donc, il y aura un jour ou l'autre, l'histoire, il y aura un retournement. Très bien, merci M. Cohen. Alors, j'ai plusieurs intervenants. Je vais donner la parole d'abord sur YouTube à Dark Soul qui est avec nous. Bonsoir. Dark Soul, on ne vous entend pas. Dark Soul, je vous laisse. Vous êtes là? Non, je ne vous entends pas. Je vous laisse refaire votre demande. J'ai quelqu'un avec moi sur TikTok. Salem Lausanne, si tu veux prendre la parole, c'est à toi. Lausanne, ton micro. Ah oui, très bien. Bonsoir, M. Cohen. J'aurais une question à là-dessus. C'est 40 000 à 50 000 Sayanim. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment vous avez estimé ce nombre. Ensuite, sur quelle base ils sont recrutés? Est-ce que c'est sur une base ethnique, religieuse, ethno-religieuse? Et enfin, la dernière question serait qu'est-ce qui vous a poussé à les dénoncer finalement? Quel a été l'élément déclencheur? Merci. Ok. Alors, pourquoi je dis 40 000 à 50 000? Parce que Victor Ostrovsky, donc officier du Mossad qui a démissionné en 83-84, qui s'est réfugié au Canada et qui a publié son livre que j'ai et qui cite des exemples d'intervention des Sayanis. Vous savez, il a cité le cas, vous savez, Ouanoumou, Mordechai Ouanoumou, qui travaillait dans la centrale nucléaire de Dimona et qui avait pris des photos et qui est parti en Angleterre, en Grande-Bretagne, et il a passé un accord avec un journal, je ne me souviens plus lequel, et il leur a donné les photos.
qui montrait les trucs nucléaires, etc. Et Victor Vanounou, on l'a mis dans un hôtel incognito, et le Mossad savait que Victor Vanounou se cachait dans un hôtel. Bon, mais comment le trouver? Il a mobilisé, Victor Ostrovsky parle de 3000 Sayanim dans la seule ville de Londres. Je répète le chiffre. 3000 Sayanim dans la seule ville de Londres. C'est lui qui le dit. C'est un officier du Mossad. Et donc, et les 3000 Sayanim, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, ont été mobilisés pour retrouver Mordechai Vanounou, et ils l'ont retrouvé. Mais les 3000 Sayanim ont été mobilisés 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'ils le retrouvent. Très bien. Donc moi je suis parti, j'ai fait une extrapolation. S'il y a 3000 dans la seule ville de Londres, c'est qu'il y a peut-être 5000 dans toute l'Angleterre. Donc à peu près la même chose en France. 3-4 fois plus en Amérique, vu la taille du pays, l'importance de la communauté juive, etc. Et donc, je suis arrivé à peu près au chiffre de 40 000 à 50 000. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivé à ce chiffre. Bon. Maintenant, comment ils sont recrutés? Ils sont recrutés au sein de la franc-maçonnerie juive mondiale. Il y a une franc-maçonnerie juive mondiale qui s'appelle le Bnei Brit, les enfants de l'Alliance, qui compte, tenez-vous bien, 1,5 million de membres. Je répète, la franc-maçonnerie juive mondiale compte 1,5 million de membres. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le cadre. Moi, j'en ai connu quelques-uns à Paris. Je vous assure que c'est vraiment d'un niveau, ça commence à cadre moyen supérieur jusqu'à ministre, comme Strauss-Kahn, comme BHL, comme Finkielkraut, comme par exemple des présidents de banques, comme le président de Publicis, qui contrôle 60% du marché publicitaire en France, etc. etc. Bon. Et donc, pourquoi ils sont. Le Mossad, il connaît les gens du Bnei Brit, il peut avoir la liste s'il veut, il contacte le dirigeant du Bnei Brit en France, à Paris, il lui donne la liste. Il lui dit, oui, nous avons des types dans les médias, nous avons des types dans la publicité, et donc le Mossad les convoque, enfin, les contacte, ils leur disent, voilà, il faut aider Israël, vous êtes prêts? Bien sûr, ils disent, ah oui, oui, avec plaisir, parce que le Bnei Brit a pour doctrine officielle le soutien total à Israël. Voilà. Moi, j'en connais quelques-uns. Pour eux, Israël est vraiment leur principale priorité. Et donc, c'est comme ça qu'ils les recrutent. Et il n'aura aucun problème à les recruter. Ça veut dire il peut avoir des gens dans tous les domaines. Regardez par exemple aux États-Unis, dans le domaine du cinéma, des médias, de la télévision, de la banque, etc. etc. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils les recrutent. Et ils sont juifs. Par définition, les Sayanim sont juifs. Libéraux, religieux, tout ce qu'on veut, mais ils sont juifs, puisqu'ils appartiennent, en général, ils font partie du Bnei Brit, de cette franc-maçonnerie juive. Il faut être juif pour intégrer cette franc-maçonnerie. Voilà. Et la troisième question, j'ai oublié, il y avait une troisième question. Qu'est-ce qui vous a encouragé à dénoncer les Sayanim, mais je parlais de l'élément déclencheur. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, ok. Donc moi, dans les années, moi j'étais, disons, moi j'ai fait partie d'un mouvement sioniste au Maroc quand j'avais 16-17 ans jusqu'à 20 ans. Donc j'étais de l'intérieur, j'ai vu ça, etc. Et à l'époque, j'étais bien sûr très engagé et tout. Et après, je ne vais pas vous raconter l'histoire, elle est un peu longue, mais donc, j'ai commencé à comprendre leur manigance vis-à-vis de comment ils ont détruit la communauté juive marocaine, c'est-à-dire pour les emmener en Israël. Et dans quelles conditions ils les ont reçus là-bas, le racisme, l'humiliation, etc. Bon. Et donc, moi, j'ai commencé déjà à m'éloigner de cette idéologie, de ce pays et tout. Mais c'est une évolution qui s'est faite assez sur la durée. Voilà. Dans les années 90, j'apprends, par mes lectures, l'existence des Sayanim. À l'époque, j'étais franc-maçon.
Et j'ai assisté à la création de cette loge judéo-sioniste qui s'appelle l'Étoile de la Paix au Grand Orient de France, en 2002. Et à l'époque, je ne pouvais pas écrire. J'avais déjà publié 2 romans, mais je ne pouvais pas écrire sur les Sayanides parce que j'étais tenu par le secret maçonnique. En 2007, j'ai quitté la franc-maçonnerie et donc je me suis dit, voilà, maintenant je peux faire écrire un roman sur les Sayanides. Pourquoi? Parce que j'estimais, enfin, comme ça, que c'est quelque chose qui n'est pas connu et c'est ma contribution à faire la lumière sur ce régime, parce que pour moi, le sionisme est non seulement, enfin, ce qu'il fait aux Palestiniens, bien sûr, mais ce qu'il a fait aux Juifs marocains. Moi, personnellement, je ne leur pardonnerai jamais d'avoir détruit une communauté juive marocaine forte de 300 000 hommes, ou 400 000, je ne sais plus. On n'a jamais su vraiment le chiffre définitif. Ils les ont oubliés, enfin, ils les ont quasiment aujourd'hui, et 99% sont partis à cause d'eux. Et d'ailleurs, le Mossad a fait partir a détruit toutes les communautés juives dans les pays arabes. Voilà. Et donc, c'est vraiment, les gens pensent qu'Israël, pour moi, je pense que c'est une nuisance pour le peuple juif, pour la culture juive, pour les traditions juives. Et même si je ne suis pas religieux, mais la question n'est pas là, mais on avait une communauté très, très forte, très bien structurée au Maroc avec ses traditions, etc. Et malheureusement, voilà, c'est une richesse culturelle, folklorique, traditionnelle, etc., qui a disparu, comme d'autres communautés au Yémen, en Irak, etc. Et voilà, donc c'est ma contribution à ce danger de l'idéologie sioniste. Voilà. Alors, je redonne la parole à Dark Soul. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir alors Farida, bonsoir Monsieur Cohen et puis bonsoir tout le staff, hein, parce qu'il n'y a pas que vous. Voilà, alors moi j'ai une question Oui, concernant le sionisme oui. et vu ce qui se passe en France aujourd'hui et ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passe sur l'oppression et la pression qu'il y a sur les juifs séfarades dans le monde entier par les Ashkénazes. Ne pensez-vous pas que cette idéologie est surtout portée par les Ashkénazes? Donc ça, c'est une première question. La deuxième, c'est plutôt un témoignage. C'est qu'aujourd'hui, on a appris que Madame Rachida Dati, qui apparemment devrait être de confession musulmane, mais je ne pense qu'elle n'est pas pieuse, demande aux pieux qui vont prier à la cathédrale de Paris, à Notre-Dame, de payer 5 € pour payer la réfection. Donc moi, j'ai une question. Ne pensez-vous pas qu'il y a abus de biens sociaux là? Et l'heure de la population, quelle qu'elle soit, quelle que soit la confession, parce qu'on ne demande pas aux autres confessions à qui on donne des deniers sur l'argent public pour les cultes, et tant mieux. Mais j'ai l'impression que finalement, au vu de ce qui se passe au Liban, en Israël, les chrétiens, la chrétienté doit être détruite. Alors, est-ce que ça ne vient pas Ah, on vous a perdu. Bon, je crois qu'on l'a perdu. Bon, je crois qu'on a eu les 2 questions, on a plus ou moins, enfin. Elle revient Je pas. Donc, essayez peut-être de réagir à ce qu'elle a dit, si vous voyez à peu près Oui, où c'est. d'accord. De toute façon, les 2 questions, on a eu l'essentiel. Donc, alors voilà, le sionisme au départ est un phénomène ultra minoritaire chez les juifs, ashkénazes d'ailleurs, et même pas ashkénazes, c'est-à-dire les juifs d'origine russo-ukrainienne. Voilà. Et cette idéologie n'a eu qu'un impact infime sur
les juifs européens, français, britanniques, etc. Donc, et même sur les juifs russo-ukrainiens, c'est vraiment une infime minorité. C'est-à-dire, ils étaient peut-être 40 000 à 50 000 à adhérer à cette idéologie et à partir en Palestine pour l'appliquer. Parce que je vous rappelle que en 30-40 ans, il y a eu plus de 2 millions de juifs russo-ukrainiens qui sont partis aux États-Unis plutôt que d'aller en Palestine. Donc l'idéologie sioniste était ultra minoritaire. Et non seulement ça, elle était condamnée par tous les groupes religieux dans le monde. D'accord? C'est-à-dire, elle était considérée comme hérétique par 98% du monde religieux dans le monde. Voilà. Mais après la guerre, la Shoah, la création de l'État d'Israël, etc., l'idéologie sioniste a conquis quasiment la grande majorité des Juifs. Pas, vous savez, en France, par exemple, moi je considère qu'il y a seulement un tiers des Juifs qui sont séduits par l'idéologie sioniste ou l'idéologie communautariste. Voilà, en général, ça va ensemble. Aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. Il ne faut pas croire que tous les Juifs sont derrière, et pas du tout. Et donc, mais le sionisme a réussi à faire main basse sur presque toutes les communautés et même les éléments religieux dans le monde entier sur ces minorités, enfin sur grosses minorités et les religieux aussi. Les religieux ont changé leur fusil d'épaule, ils ont commencé à soutenir le sionisme. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le sionisme. Maintenant, que dire de non, enfin, ce qui se passe, malheureusement, enfin, je veux dire, j'ai même pas envie de discuter sur le fond parce que c'est pathétique. L'élite qu'on a, l'élite politique est une élite corrompue, pourrie, qui dépense. Vous savez, par exemple, j'ai entendu un chiffre. Bon. Ils disent, c'est Rachida Dati, je crois, ou quelqu'un d'autre de la même espèce, qui a dit, si on arrive à réunir 70 millions d'euros, on pourra réparer le patrimoine religieux en France. Mais 70 millions d'euros, combien on a dépensé pour la soirée, l'ouverture des JO? Est-ce qu'on a montré là-bas? Donc, c'est ça combien on a dépensé pour faire passer des tests Covid. On a dépensé 1 milliard par mois, par mois, 1 milliard d'euros par mois. Donc, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire de voir une élite qui donne des dizaines de milliards à l'Ukraine, qui distribue des milliards. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu tout à l'heure une émission où quelqu'un qui fait une transition, la sécurité sociale lui paye 100 000 euros pour faire sa transition, alors que si vous voulez avoir des lunettes ou soigner vos dents, vous n'aurez que des broutilles. Voilà. Donc, je n'ai même pas envie de commenter les déclarations de cette dame, Dati. Je n'ai même pas envie parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de dégueuler quand j'entends ces gens-là. Voilà. C'est malheureux. La France est tombée très bas d'avoir une classe politique de ce niveau. Merci, M. Cohen. Alors, il y a énormément de demandes à ce soir, donc je vous demanderai, pour celles et ceux qui vont intervenir, d'être concis, comme ça, M. Cohen essaiera de répondre à tout le monde. Je vais donner la parole sur Twitter. Am, bonsoir. Oui, bonsoir. J'avais une question à M. Cohen. Oui. Si les Juifs du Maroc avaient été traités avec plus d'égard et s'ils n'avaient pas été traités comme des citoyens de seconde zone en Israël, finalement, vous n'auriez aucune rancœur envers le sionisme et vous seriez certainement encore un sioniste. Moi, je vous considère comme quelqu'un de la fausse opposition. J'ai absolument aucune confiance en vous. Et à partir du moment où on rentre dans une société... Ils m'ont coupé ? Non, on vous entend. On vous entend.
Non, il n'y a pas de souci, allez-y, allez-y. Ouais. À partir du moment où on rentre dans des loges maçonniques, c'est qu'on a quelque chose à cacher, en fait. Donc, voilà. Donc, ma question, c'est ça. Est-ce que vous auriez continué dans votre idéologie sioniste si les Marocains juifs avaient été traités comme les Ashkénazes, c'est-à-dire des Aryens, des Blancs? Écoutez, puisque de toute façon, ma parole a très peu de considération auprès de vous, donc j'estime que ma réponse n'apportera rien. Je suis désolé. Donc, je vous remercie d'avoir posé cette question et d'avoir été franche. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de vous répondre. Voilà. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Je vais revenir sur TikTok, donner la parole. Alors, il y a plusieurs intervenants sur TikTok. Essayez d'être concis, s'il vous plaît. Samy, ce sera à toi d'abord. Oui, bonjour, Monsieur Cohen. Alors, moi, je suis convaincu totalement que le complot est mondial, hein, comme vous l'avez bien expliqué, que ces animes se sont expandus dans tout le monde et qui comptent énormément de membres sur tout le globe, si on peut dire ça comme ça, et en grande majorité dans les pays occidentaux. Par contre, Monsieur Cohen, moi, il y a une question qui me tient à cœur, c'est que comment cela se fait-il que la France vit un moment de son histoire morose, c'est-à-dire un moment où les gens ne sont pas très contents de vivre et d'être fiers d'être français. Est-ce que c'est, comme je le pense moi, un bras d'Israël ou du Mossad d'appuyer fortement sur la France afin qu'elle soit justement prise à la gorge? Vu que la France c'était une image mondialement comme étant un phare pour le restant du monde, comme on a pu voir par exemple avec les 50 dernières années, les grèves, ou par exemple des droits acquis du peuple français aussi, des droits sociaux et du monde du travail, tout ça. J'ai l'impression qu'on vit dans un pays, et ça peut être peut-être différent dans d'autres pays, et peut-être frontalier de la France aussi, où il y a une certaine joie de vivre qui est peut-être un peu plus par rapport à la France, qui, moi, j'ai l'impression qui est vraiment tenue à la gorge et qu'on ne la laisse même pas respirer. J'aimerais avoir un avis de votre part, Monsieur Cohen, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, on a deux points de repère importants, le Covid avec les injections et l'Ukraine. Et c'est là où on a vu qu'il y a des gens qui tirent les ficelles et qui mènent l'Occident, tous les pays occidentaux et les pays qui leur sont alliés, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon. Dans rien que ces deux repères, vous aurez remarqué qu'on a le même discours, le même appauvrissement, le même contrôle de la population, les mêmes dépenses inconsidérées, c'est-à-dire donner des milliards, des dizaines de milliards pour rien, à l'Ukraine, pour les injections, etc., ou à des financiers, et appauvrir les peuples. Voilà, les peuples occidentaux sont de plus en plus appauvris et contrôlés. Ça, c'est un plan qui est mené par une élite occidentale qui jouit de tous les privilèges. Et malheureusement, les peuples européens, ils voient leurs droits, leurs privilèges petit à petit rétrécir. Et aujourd'hui, on commence à voir une forme de résistance. Par exemple, en Allemagne, pour moi, le pays qui est vraiment en pointe dans la résistance, c'est l'Allemagne aujourd'hui. Peut-être qu'il sera suivi par d'autres pays. Mais déjà, l'Allemagne fait passer des frissons à l'oligarchie mondialiste, parce qu'ils sont presque 35 à 40% dans une opposition frontale. Et il faut espérer que les autres peuples prennent conscience et puis agissent, votent. Voilà, c'est un peu pour faire court, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà à peu près mon point de vue sur la situation. Alors, je reviens
sur YouTube, je vais donner la parole à Samir qui est avec nous. Oui, bonjour Monsieur Cohen. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. C'est un plaisir de vous entendre et de pouvoir converser avec vous. Moi, j'aurais juste deux questions. Je suis français, né en France, grandi en France, mais je suis d'origine syrienne. Donc, je connais Oui. bien un peu la région. Et Oui. j'aurais deux questions. Alors, la première, c'est est-ce que vous pensez que Netanyahou et son gouvernement envisagent d'aller après le Liban en Syrie? C'est ma première Oui. question. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez de tous les intervenants qu'on entend sur les réseaux sociaux, des spécialistes géopolitiques de tous les bords, que ce soit en Israël, juifs, intellectuels juifs, de tous les bords, dire que Israël court à sa fin? Alors, je vais répondre. Oui, bon, je vais répondre. Alors, moi, je ne vois pas l'intérêt d'Israël, en ce moment en tout cas, de faire la guerre à la Syrie. Parce que la Syrie, c'est le pays qui, depuis la guerre de 73, n'a rien fait absolument contre Israël et même se fait bombarder chaque semaine sans réagir. Voilà, parce que le régime, il tient à rester en vie. Et donc, voilà, moi je n'ai pas envie de porter un jugement de valeur. Mais le régime syrien ne fait absolument rien. Il aide le Hezbollah, il est l'allié de l'Iran. Mais disons, ne lève pas le petit doigt pour donner une occasion ou vouloir une confrontation militaire d'envergure avec Israël. Donc, je ne vois pas, du moment que ce pays est tranquille, je ne vois pas l'intérêt d'Israël. Personnellement, maintenant, s'ils sont ivres de puissance, mais moi je crois que s'ils attaquent la Syrie, ça serait vraiment, ils vont se faire un adversaire de plus, parce que les Syriens vont réagir, et ils sont 10 fois plus puissants que le Hezbollah. Donc, moi, voilà, donc je ne sais pas, moi j'y crois pas, mais voilà. Alors, la deuxième question, c'était déjà, oui, Israël va disparaître. Moi, j'y crois pas trop. L'État d'Israël va petit à petit connaître des soubresauts, des crises internes graves. C'est une société qui se fascise à vitesse grand V. Ceux qui ont des bons boulots, ceux qui sont ouverts sur l'Occident, il y en a pas mal qui s'en vont. Et donc, c'est un pays qui va connaître, et aura probablement, et sera de plus en plus boycotté par le monde. Et les Israéliens, quand ils iront à l'étranger, déjà quand ils vont à l'étranger, ils se rendent compte à quel point ils sont haïs, détestés, méprisés, insultés, etc. Et donc, petit à petit, ce pays va connaître une forme de délitement, de mauvaise conscience. Et bon, dire que c'est la fin d'Israël, moi, j'ai du mal à le dire, mais c'est une société qui ira de plus en plus vers des problèmes très graves au point de vue de sa stabilité, de sa prospérité, de son bien-être, de son assurance de soi, etc. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse, Monsieur Cohen, c'est concernant le Jacques Beau que vous aviez cité tout à l'heure. Donc, dans son dernier interview hebdo sur le site Espoir et Dignité, Oui. il aurait donc cité le terme de Sayanim. Bon, alors je ne l'ai pas vu. Celle de cette semaine, je ne l'ai pas vue. Par contre, j'ai vu des dizaines de. Bon, ben, j'irai la voir alors, mais d'accord. Très bien. Alors, je continue, hein, étant donné qu'il y a énormément de monde qui veut vous parler ce soir, Monsieur Cohen. Je vais donner la parole. Je reviens sur TikTok et ce sera donc, s'il est encore avec nous, Nas. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir, Walid. On t'entend. Ça fait longtemps que je vous connais.
Vous m'entendez là? Oui, oui, il y a un peu de bruit derrière toi. Essaye de t'isoler un petit peu, ça serait bien. Ouais, je me suis isolé là, justement. J'essaie de. Il va aller très vite comme ça, vous ne subirez pas le bruit. Alors, j'avais deux questions rapides. Oui. Ça fait longtemps que je vous suis, M. Cohen. Ça fait plus de 10 ans sur YouTube. Et il y avait cette question qui était tout le temps dans ma tête. Je pense qu'on a dû vous la poser et que j'ai pas entendu la réponse. C'était donc la première question, c'est pourquoi vous dénoncez tout ce que le sionisme fait, alors que vous êtes de la même origine. Donc ça, c'est la première question. Et c'est une question vraiment de curiosité. C'est pas ni rien dans ma tête de négatif ou quoi que ce soit. Oui, Et la deuxième question, c'est par rapport à la France. On dit tout le temps, vous savez, nous, dans les discussions qu'on a des fois sur TikTok, un peu partout, dans les réseaux, partout, même dans la discussion dans la vie réelle, on dit tout le temps, ouais, c'est les sionistes, les juifs qui sont derrière l'État français, ceux qui manipulent, etc., etc. Et j'aurais voulu avoir votre réponse par rapport à ça. Merci beaucoup, M. Cohen. Écoutez, vous n'avez pas de chance parce que la première question, j'ai répondu tout à l'heure. J'ai expliqué pourquoi. Quelqu'un m'a demandé pourquoi je combattais les Sayanim, donc j'ai répondu. Et la deuxième question, c'est-à-dire depuis la création des Sayanim, les Juifs, effectivement, en France, ont pris une place déterminante. Voilà. Et je peux dire que pratiquement rien ne peut se faire en France sans leur accord. Voilà, Très bien. faire, ouais, non, c'est très bien comme ça, monsieur, parce qu'il y a énormément de monde qui veut vous donner poser une question. Juste pour préciser, hein, ceux qui nous suivent sur toutes les autres plateformes, et bon, TikTok, c'est en direct, mais vous n'avez pas la possibilité de revoir sur TikTok. Vous pouvez le revoir donc sur YouTube. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Altitude sur YouTube. Vous pouvez revoir l'entretien. Alors, je donne la parole derrière. Donc, c'était à monsieur qui est avec nous là. Sinoir. Alors, Sinoir, est-ce que tu nous entends? Non. Sinoir, une fois. Deux fois, malheureusement, il ne nous entend pas. Là. Je suis désolé, c'est un petit peu long, là, la prise de parole. Non, ça ne veut pas non plus. Alors, hop. Voilà. Salut, Altitude. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, monsieur Cohen. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Ah bah super. Moi, je voulais poser une question là, concernant Macron et son double jeu, c'est-à-dire en même temps, ils organisent des conférences pour aider le Liban dans sa souveraineté et je sais pas quoi. Et d'un autre, il t'explique en fait du matin au soir que nous sommes un soutien indéfectible d'Israël et en même temps, il t'explique que Israël ne défend pas la civilisation là. Je comprends pas en fait son jeu. En fait, c'est quoi? C'est un good cops, bad cops. Genre, j'ai l'impression qu'il se crée carrément une coalition, tu vois, de moi je suis gentil, toi tu fais le méchant, et puis après derrière tu refais le méchant. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Non, c'est-à-dire, fondamentalement, stratégiquement, il est lié à Israël. Qu'il le veuille ou non, de toutes les façons, c'est pas ça, il n'a pas le choix. Je veux dire, un homme politique qui dirige la France, il n'a pas le choix. Il fait partie de l'OTAN, il fait partie de l'UE, il fait partie du camp occidental, il prend ses instructions à Washington, à Bruxelles. Donc, il est pro-israélien. Voilà. Mais Macron, de temps en temps, il se dit quand même la voix de la France, je pourrais. Il a ce petit moment de courage. Mais ça tombe
ça tombe à côté, ça tombe à plat. Parce que ce qu'il fait, par exemple, quand il dit les trucs sur Israël a été créé par l'ONU, ou bien c'est la barbarie, tout ça, il perd toute la sympathie qu'il s'est créée, enfin, tout le soutien qu'il s'est créé en soutenant Israël pendant 1 an, il le perd en une phrase qui de toutes les façons ne rime à rien. Parce qu'il pense le faire, il voudrait le faire pour se donner un prestige. Dire bon voilà, moi je quand même pas, je marche pas, il faut pas croire, etc. Mais en fait, ça rime à rien parce qu'il est tout de suite remis à sa place et il est obligé de se soumettre. Voilà. Donc c'est un peu une faiblesse de caractère, voilà, ce type. Très bien. Alors, je continue sur. Alors, juste une petite parenthèse. Là, il y avait une question dans le chat. J'en profite pour la Oui. glisser. C'est concernant donc est-ce que Israël veut la guerre avec l'Algérie? Non. Enfin, je vois pas. C'est-à-dire, si l'opportunité se présentait, mais de toutes les façons, Israël ne fera jamais la guerre directement à l'Algérie. Il le fera par l'intermédiaire du Maroc. Voilà. Et donc, si Israël, si l'Occident, c'est pas Israël qui décide tout seul, mais disons, puisque Israël est sur place, donc il représente l'Amérique, etc. Et si on décide à ce moment-là que le moment paraît opportun de donner un coup à l'Algérie, comme on a fait avec l'Ukraine, par exemple, contre la Russie, eh bien à ce moment-là, on fera comprendre aux Marocains qu'il faut se battre contre l'Algérie et qu'ils ont une chance de gagner. Et donc, Israël participera, c'est-à-dire comme il le fait aujourd'hui, c'est-à-dire en formant des Marocains, au maniement des drones, des missiles, en fournissant des armes, en fournissant les renseignements, etc. C'est-à-dire qu'Israël serait intéressé par une défaite de l'Algérie. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est-à-dire donner un coup à l'Algérie comme il aimerait donner un coup à l'Iran, comme il aimerait donner un coup à tous les régimes qui n'obéissent pas. Voilà. Très bien. Merci. Donc, c'était une petite parenthèse. Je reviens, je redonne la parole. Alors, il y a beaucoup de monde. Encore une fois, essayez d'être concis, ceux qui montent. Voilà. Alors, non. Bon, malheureusement, ça ne veut pas. Je donne la parole à quelqu'un d'autre. MD. MD, bonsoir. Non, il est redescendu. El Gringo. El Gringo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Moi, j'aimerais juste revenir sur l'avis qu'a donné M. Cohen sur Hassan II, rahimahullah. Oui. Sur différents points de vue. Et j'aimerais juste vous dire que votre avis concernant notre ancien roi, rahimahullah, est fausse et le temps nous a donné raison. Oui. C'est-à-dire Est-ce que tu peux développer un peu? le temps vous a donné raison, mais dans comment? Le temps nous a donné raison sur beaucoup de choses. Par exemple, quand Hassan II, rahimahullah, s'est projeté sur l'agriculture à l'époque. Oui. Sur le domaine de l'agriculture. Et quand on connaît l'activité agricole du Maroc à l'heure actuelle, il avait raison de se porter sur l'agriculture, par exemple. Et vous avez s'il vous plaît, une seconde. Est-ce que Ouali est témoin? Est-ce que j'ai porté un jugement sur Hassan II concernant l'agriculture? Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas eu l'impression, cette impression-là. Voilà. Donc je ne vois pas pourquoi vous m'accusez
d'avoir dit des choses fausses sur Hassan II au niveau de l'agriculture. Bah, essaye de développer un peu plus, parce que là, concrètement, M. Cohen s'était exprimé concernant Hassan II, mais il n'a en aucun cas parlé de D'accord, mais est-ce qu'il pourrait nous redonner, là maintenant en direct, son avis sur Hassan II, rahimahullah, ce qu'il pensait de Hassan II? Non, écoutez, je suis désolé, j'ai fait une vidéo très longue, très détaillée. Donc, le temps est court. On a seulement 15 minutes qui restent. Et donc, il y a des gens qui attendent. Ça ne serait pas bien de. Voilà. Et donc, j'ai fait une vidéo vraiment il y a 2 ou 3 semaines. Elle est très détaillée. Et si la semaine prochaine, vous avez des questions là-dessus, je répondrai avec plaisir. Voilà. Je suis désolé. Voilà, pas de souci. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Donc, merci pour cette intervention. Oscar. Oui, bonjour à tous, bonjour Attitude, bonjour M. Cohen. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, ça va, j'espère que vous allez bien. Très très bien, merci. Impeccable. Non, moi c'est une question vraiment simple, c'est par rapport au conflit actuellement israélo-palestinien, mais qui déborde en ce moment au Liban. Oui. Je voudrais savoir si actuellement la France, diplomatiquement, comme à une certaine époque, peut-être je parle aussi de l'époque de Chirac, a réellement un poids face à Israël. Parce que moi, là, à l'heure actuelle, j'ai vraiment l'impression qu'Israël n'en a plus rien à foutre de tout le monde. Ils font ce qu'ils veulent. Et je voudrais savoir si actuellement la France est toujours une puissance et a toujours son mot à dire par rapport à ce qui se passe, peut arrêter en fait réellement le massacre qui est en train de se dérouler au Liban. Et sinon, si elle ne peut pas le faire, pourquoi? Voilà. Parce que la France a, depuis les années 70, depuis l'intégration à l'Union européenne, a perdu progressivement souveraineté financière, économique, diplomatique, et donc elle ne pèse plus, ce n'est plus un pays indépendant qui peut tenir tête, qui peut avoir une politique indépendante. Et non seulement ça, mais l'élite française, de président à président, ça veut dire depuis, bon, Chirac était, on peut considérer Chirac comme le dernier président qui voulait garder une certaine souveraineté, une certaine autonomie. Rappelez-vous l'Irak quand même. Mais à partir de Sarkozy, et c'est de plus en plus, c'est-à-dire aujourd'hui, depuis Sarkozy, la France est alignée sur l'Amérique. Et Macron a précipité la soumission à l'Amérique au point de vendre Alstom, au point de vendre Doliprane, enfin, etc. C'est-à-dire la soumission est totale et absolue. Il n'y a rien sur l'Ukraine, c'est la soumission totale. Et donc la France, malheureusement, a perdu. Et son élite, prenez par exemple son ministre des Affaires étrangères au jour actuel, il a fait sa carrière aux États-Unis. C'est un Américain de culture, d'obéissance. Donc c'est comme si on avait un agent américain au Quai d'Orsay. Et c'est ça, si rien n'est fait, malheureusement, la France, sur tous les plans, s'aligne et va perdre de plus en plus de son autonomie parce que Bruxelles, de plus en plus, prend le pouvoir. Et donc, la France, malheureusement, est en train de disparaître en tant que pays souverain. Voilà. Très bien, je vais donner la parole sur Twitter à Was. Bonsoir. Oui, bonsoir Wally. Bonsoir Monsieur Cohen, j'espère que vous allez Bonsoir. bien. Bien, merci. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, merci. Bien, donc je vais essayer d'être très bref, j'ai 2 questions en fait. Ça concerne en fait, je vais revenir un peu sur l'assassinat de Hassan Nasrallah et celui qui était censé être son successeur. En fait, on a l'impression qu'actuellement, Israël est en train de donner des informations bien à l'avance que le Hezbollah. Donc là, il y a quelque chose qui cloche. Donc ça concerne le renseignement, le degré d'infiltration israélien au sein de la société libanaise. Et la deuxième question, je vais essayer de faire très très bref, c'est quoi la riposte que vous pensez que Israël prévoit pour l'Iran? Donc là, elle s'est un peu attardée par rapport à ça. Elle le fera, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire? Donc voilà.
Voilà, c'était ces deux questions. Merci beaucoup, Monsieur Cohen, et merci beaucoup, Waïd. Merci à toi. Merci. Merci. Et, écoutez, bon, du point de vue de la filtration, l'affaire des beepers a montré à quel point c'est vrai que le renseignement israélien avait pénétré le système du Hezbollah. Bon, vous savez, parfois, il suffit d'introduire une personne et voilà, ou deux, et puis avec les écoutes, enfin bon. C'est vrai que c'était assez étonnant parce qu'on pensait que le Hezbollah était une organisation très, comment dire, presque quasiment imperméable à ce genre de choses. Malheureusement, on l'a vu. Pourquoi? Parce que ça peut venir de l'Iran d'ailleurs. C'est-à-dire que c'était plus facile de pénétrer. D'ailleurs, d'après ce que j'entends ici et là, des gens bien informés, c'est une source iranienne, enfin quelqu'un qui est manipulé par le Mossad en Iran, qui aurait donné l'information sur Hassan Nasrallah. Voilà. C'est-à-dire que le Hezbollah était très difficile à pénétrer, mais les Israéliens auraient utilisé des Iraniens dont on connaît quand même qu'il y a une pénétration du Mossad beaucoup plus importante en Iran qu'au Liban. Voilà. Et donc, il y a des chances que ce soit des sources iraniennes qui ont facilité la pénétration du Hezbollah. Voilà. Et deuxièmement, sur la riposte, bon, moi j'ai déjà dit, je crois, il y a une semaine ou deux, je ne pense pas que la riposte ira très loin, c'est-à-dire au point de déstabiliser, par exemple, s'ils bombardent il y a deux menaces importantes qui pourraient vraiment mener à une déflagration générale. C'est soit l'attaque sur les systèmes nucléaires iraniens, enfin etc. Mais ça, les États-Unis devraient donner des armements spécifiques. Et là, la riposte iranienne peut être dévastatrice parce qu'il y a des bases militaires américaines à Bahreïn, en Arabie Saoudite, qui sont quasiment sans défense. Donc, les Américains peuvent avoir des milliers de morts, et ça, est-ce qu'ils peuvent se le permettre? Je ne crois pas. Et même Israël peut très bien recevoir des coups terribles. Et le deuxième, c'est le système pétrolier iranien. Et là aussi, je ne crois pas, enfin, moi personnellement, je ne crois pas que l'Occident permettra un tel coup qui désorganiserait l'économie occidentale. Voilà. Donc, mais il y aura quelque chose peut-être de pointu, peut-être l'assassinat de quelques personnages ou la destruction d'un truc symbolique important. Voilà. Mais je ne crois pas. Moi, je pense que il n'y aura pas une frappe importante, enfin, sur ces deux secteurs, nucléaire ou pétrolier, parce que le retour de bâton sera terrible et pour Israël, et pour l'Occident, et pour l'Amérique. Très bien, merci. Je donne la parole sur TikTok. Alors, Halim a du mal à se connecter. Alors, on va donner la parole à Tahia. Tahia, bonsoir. Bonsoir, Attitude. Bonsoir, M. Cohen. Bonsoir. Moi, ce n'est pas une question, c'est une question sur une question de tout à l'heure. Et la réponse, elle est un peu floue pour moi. Je veux la reformuler. Penserez-vous qu'Israël attaquerait de front l'Algérie sans passer par intermédiaire? Non, c'est impossible. Je ne vois pas comment ils pourraient faire, à moins d'envoyer des avions bombardés. Je crois que, je veux dire, ok, l'arrogance israélienne, on la connaît, l'impunité israélienne, on la connaît, mais là, ça dépasserait toutes les limites. Je veux dire, les Israéliens, ils sont quand même pas fous. Enfin, fous, c'est-à-dire dans le sens, ils sont pas irrationnels au point de faire quelque chose qui
enfin, qui bouleverserait l'ordre mondial. Et d'ailleurs, c'est presque, enfin, je ne vois pas comment, à moins d'avoir un pays, parce qu'envoyer des avions, il faut les ravitailler. Et donc, il faut qu'il y ait un pays, comment dire, complice. Et je ne vois pas quel est l'intérêt d'Israël d'aller bombarder l'Algérie. Enfin, c'est complètement fou. C'est complètement irrationnel. Enfin, voilà, je vois pas vraiment le. Alors, Monsieur Cohen, à ce Oui. sujet, si je puis me permettre, là, j'ai vu passer ces derniers temps sur les réseaux sociaux des vidéos où justement, à l'époque, dans les années 80, au moment de la création justement de l'État de Palestine, qui a eu lieu donc en Algérie, et il y avait eu une mission justement de l'armée israélienne avec des avions qui auraient eu volonté ou d'attaquer ou de bombarder, on ne sait pas, mais en tout cas, parce que les autorités, il y avait les autorités palestiniennes à l'époque qui étaient en Algérie, tout ça. Et alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette affaire ou si c'est des rumeurs, des fausses rumeurs, si c'est une réalité. Wally, je crois que vous confondez avec la Tunisie. Il y a eu effectivement, le numéro 2 de l'OLP, Abou Iyad, je crois, en 1980 et quelques, je ne sais pas, je ne me souviens pas l'année exacte, ou 90 peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'était le numéro 2 de l'OLP qui était dans une maison à Tunis. Et ils ont envoyé des commandos jusqu'en Tunisie pour le tuer. Et ils sont arrivés. Voilà. Ça, c'est connu, enfin, c'est un fait. Mais à ma connaissance, maintenant, je sais pas, je peux me tromper, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu de tentative je sais pas, d'infiltration ou en tout cas, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir l'information. Alors justement, on va travailler là-dessus sur le sujet, puis éventuellement la semaine prochaine on en reparlera. Mais effectivement, moi je parle bien d'Alger et je ne parle pas de la Tunisie. Donc voilà, maintenant on va clore cette question et on en parlera la semaine prochaine. Vas-y, Dahia. C'est la dernière question. Hein. D'accord, Monsieur Cohen. Pourquoi, pour vous, vous dites que ça bouleverserait l'ordre mondial si elle attaquerait de front l'Algérie, mais elle attaque n'importe quel pays au monde. Au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas bouleversé l'ordre mondial, mais pourquoi, pour vous, si elle attaquerait l'Algérie, ça bouleverserait l'ordre mondial? Ok, il y a une différence. Aujourd'hui, Israël a attaqué le Hamas et le Hezbollah. Voilà. Donc, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas attaqué l'Égypte, n'a pas attaqué la Syrie. D'accord. Voilà. Donc, il y a, bon, disons, comment dire, il y a une espèce de consensus, disons, il y a deux groupes de résistance qui sont considérés par plusieurs pays comme des groupes terroristes, le Hamas et le Hezbollah, et Israël les attaque d'une manière, bien sûr, enfin, c'est sûr qu'avec des manières criminelles, terroristes, etc. D'accord, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est pas, bien sûr, c'est important, enfin, c'est grave, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas attaqué la Jordanie, ils n'ont pas attaqué l'Égypte, ils n'ont pas attaqué la Syrie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu. Et l'attaque de l'Algérie serait, c'est dans ce sens-là que je dis, l'attaque de l'Algérie serait considérée comme quelque chose d'abominable. Enfin, je veux dire, voilà un pays qui n'a rien demandé, qui n'a jamais attaqué Israël, etc. On n'est pas sur le même plan. L'attaque, le Hamas et le Hezbollah, bien sûr, pour moi, sont des mouvements de résistance. Mais pour une partie du monde, et quand même pour le monde occidental, ce sont des mouvements terroristes. Bon,
et même pour certains pays arabes. Pour vous dire, vous savez que le Hezbollah, c'est seulement il y a quelques mois que l'appellation de groupe terroriste lui a été enlevée par la Ligue arabe. Donc, c'est vous dire que on est quand même dans un combat presque légitime. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que il y a une forme de légitimité. Voilà. Bon, même si, bien sûr, les réponses israéliennes sont monstrueuses, sont génocidaires, etc. Mais ça reste quand même le fait de combattre, certes, des populations civiles, mais où il y a des groupes de résistance considérés comme terroristes. Voilà. Alors qu'attaquer un pays qui est loin, je ne sais pas, ça paraît totalement irrationnel. C'est ça, il y a une. Moi, ça me paraît. Et je ne crois pas un seul instant qu'Israël se lancerait dans une telle aventure. Ce n'est pas qu'il refuse de se lancer dans l'aventure, mais il y a lui aussi. Je veux dire, ce sont des gens qui réfléchissent. Voilà, il ne faut pas. Ils lancent pas, ils n'envoient pas bombarder comme ça n'importe où, n'importe comment. Voilà. Bon. Une dernière intervenante, M. Cohen, et on termine avec vous ce soir. D'accord, allez. Mimi, c'est à toi. Bonjour. En fait, je vous poser une question qui était en totale actualité. Parce qu'avant-hier, en fait, ils sont rentrés en couple dans la base, en fait, l'industrie aérospatiale en Turquie. Ils ont fait une attaque terroriste. Tu as vu? Ils sont décédés 5 personnes et 22 blessés. Et par contre, ensuite, la Turquie a commencé à bombarder la Syrie et l'Irak. Et on sait tous, ces couples, c'est un couple terroriste de PKK, pardon. Et on sait tous que l'actuel président d'Irak, c'est Abdullah Latif al-Rachid, qui c'est le porte-parole des partis patriotiques du Kurdistan. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire travail sale et préparer le terrain pour annexer Israël et faire une grande guerre dans la région? C'est que des coïncidences. Okay. Merci, Mimi. Vous savez, c'est très difficile. Ça, c'est vraiment le truc, quasiment le truc typique de l'action qui est à plusieurs bandes. C'est-à-dire une attaque qu'on attribue au PKK, mais allez savoir. Parce que même le PKK, je veux dire, des groupes du PKK, ils peuvent être manipulés. Manipulés par qui? Pourquoi ça se déroule au moment où Erdogan se trouve en Russie, à Kazan? Pourquoi devant l'industrie aéronautique? Quel est le message? Franchement, vous savez, à notre niveau, c'est très difficile de décrypter ce genre d'action. Voilà. Bon, maintenant, la Turquie va bombarder des objectifs soi-disant du PKK, mais est-ce que c'est vraiment parce que peut-être pourquoi ils ne bombardent pas des la Turquie ne s'est pas pris avec au PKK qui est dans l'est de la Turquie. Elle s'en est pris à des groupes qui sont en Syrie et en Irak. Peut-être qu'elle a des visées. C'est très compliqué de connaître ou de deviner, à moins de tomber dans des spéculations. Et moi, je n'aime pas trop spéculer parce que c'est très compliqué. Il y a trop de manipulation dans ce genre d'affaires. Voilà. On ne peut jamais être sûr qui a fait l'attentat, pour le compte de qui a manipulé qui. C'est absolument. Voilà, c'est très difficile à dire. Voilà, monsieur, merci Cohen. Merci, monsieur Cohen. Écoutez, on a donné la parole à pas mal de monde ce soir. En tout cas, merci encore à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Bonsoir.
Alors, les amis, merci à tous d'avoir participé sur toutes les plateformes. Je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain avec la chronique hebdomadaire. Salam alaikum.